C'est un premier déplacement sur le thème de la banlieue. Emmanuel Macron lance sa politique de la ville avec un déplacement donc en région parisienne cet après-midi, puis en région lilloise ce soir et demain. Il est attendu, le président de la République, dans quelques minutes à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Pour quelle politique de la ville donc? On se souvient d'une campagne où il y avait eu quelques images fortes dans les quartiers populaires et depuis, disent les élus et les associations, eh bien plus rien. On en parle avec nos invités. Didier Bécher, bonjour. Bonjour. Député La République En Marche des Yvelines, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Avec vous également Leïla Kouyel, bonjour, rédactrice en chef adjointe au Bondi Blog, et Renaud Pila, bonjour. Renaud, on va parler donc de ce thème peut-être assez brûlant, parce qu'on a vu la colère des élus locaux depuis quelques semaines, et on va commencer par une interview du président justement du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, qui est en direct avec nous. Bonjour, vous attendez le président de la République qui doit arriver dans quelques instants dans votre département. On a vu que vous étiez rentré en résistance active puisque vous avez décidé de ne plus verser le RSA le mois prochain en attente de nouvelles aides de l'État. Qu'est-ce que vous allez dire à Emmanuel Macron tout à l'heure ? Écoutez, j'espère que son déplacement dans les quartiers populaires aujourd'hui en Seine-Saint-Denis ce soir et demain dans le nord de la France, ce sera l'occasion pour le président de la République de redresser la barre. Parce que depuis 6 mois, c'est une série de décisions qui sont défavorables aux quartiers populaires. Si je mets bout à bout la baisse des emplois aidés, la réduction des crédits de la politique de la ville, la baisse des APL et la ponction sur les organismes HLM, et ici en Seine-Saint-Denis par exemple, un report possible des lignes du métro du Grand Paris Express, c'est des décisions qui font mal aux quartiers populaires et à leurs habitants. Donc oui, j'espère que c'est pour le président de la République aujourd'hui l'occasion de redresser la barre et d'envoyer un message fort, positif, qui dit aux quartiers populaires, vous êtes l'avenir du pays, parce que la plupart du temps, ces quartiers populaires ont des habitants qui sont très jeunes, et donc il faut vite apporter des réponses à ces incertitudes, à ces inquiétudes même parfois. Renaud Pila est également avec nous pour l'interview. Stéphane Troussel, est-ce que, on entend vos interrogations et vos critiques, est-ce que vous comprenez, cela dit, qu'apparemment Emmanuel Macron et ses équipes veulent changer de logiciel, c'est-à-dire après 20 ou 30 ans d'emplois aidés, d'emplois publics, beaucoup de dépenses publiques, cette fois essayer de créer par le secteur privé, par l'entreprise, des emplois durables. Alors effectivement, ça peut provoquer des tensions dans un premier temps, mais il considère qu'avec la baisse des dépenses publiques, l'avenir, c'est plutôt à l'emploi privé et non pas à ces emplois subventionnés. Mais de quoi parle-t-on ? Par exemple, en s'agissant des lignes du métro du Grand Paris Express, c'est permettre à des territoires en Seine-Saint-Denis qui étaient enclavés d'avoir accès justement à l'emploi. Grâce aux lignes du Grand Paris Express, pour les habitants de Clichy-sous-Bois, c'est de passer d'une zone d'emploi aujourd'hui en 45 minutes de 300 000 emplois à 3 millions d'emplois avec ces lignes. Donc, et on pourrait accepter un report du calendrier de ces lignes du Grand Paris Express. Et puis surtout, ce que je remarque, c'est que le gouvernement qui veut réduire la dépense publique, mais ça peut pas être 2 poids 2 mesures, parce que quand il s'agit de trouver des milliards pour les plus riches de ce pays, personne ne s'occupe dans son gouvernement des sommes qui y sont consacrées. Et donc pourquoi il trouve si facilement ces milliards d'euros pour supprimer l'impôt sur la fortune des plus riches, pour la flat tax et pour tout le reste, mais pour les habitants du quartier populaire, c'est par exemple la baisse des APL, notamment la ponction des loyers, c'est 10 millions d'euros en moins, par exemple, l'article 52 du projet de loi de finances pour un organisme d'HLM comme Seine-Saint-Denis Habitat. C'est autant de crédits en moins que nous ne pourrons pas mobiliser pour poursuivre la rénovation urbaine dans ces quartiers. Donc oui, il y a besoin là de redresser la barre et d'adresser un message fort aux habitants des quartiers populaires. Merci beaucoup Stéphane Troussel d'avoir répondu en direct à nos questions alors que vous attendez Emmanuel Macron donc à Clichy-sous-Bois. Peut-être la réponse de Didier Bécher. Effectivement, Stéphane Troussel l'a rappelé, il y a eu toute une série de mesures depuis l'été qui, semble-t-il, allaient dans le même sens. Donc la suppression de 46,5 millions d'euros de crédits alloués à la politique de la ville, la baisse des contrats aidés, la baisse des APL. Il n'y a toujours pas de ministère délégué à la ville. En tout cas, ça c'est ce que réclament les élus locaux. On parle de leur raison. De leur raison à eux. Vous allez pouvoir répondre. Donc tout ça mis en parallèle avec le budget que vous venez de voter, effectivement, vous, député de La République En Marche, avec la suppression de l'ISF, avec la flat tax qui, effectivement, favorise les plus favorisés. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je crois que le point le plus important, c'est d'essayer d'arrêter ces politiques publiques de saupoudrage.
Ça fait des années qu'on un petit peu pour le logement, un petit peu pour l'emploi, un petit peu pour les associations. Et le constat, c'est que ça ne fonctionne pas. Les emplois aidés est le meilleur exemple. On a un peu moins de 5 milliards, c'est le coût des mesures d'emploi aidé, pour finalement, dans le secteur non marchand, entre 20 et 30% d'insertion de personnes qui, après un emploi aidé, vont trouver un emploi. Avec en plus souvent la mesure de formation, qui est une mesure qui est essentielle dans les emplois aidés, qui a souvent été très très mal mise en place. Donc finalement, quelqu'un qui ne va pas trouver un emploi n'a pas non plus suivi la formation qu'il devait suivre. Donc c'est un constat d'échec, il faut passer à autre chose. Moi je pense que Justement, passer à autre chose, mais est-ce que vous comprenez que dans l'urgence, là, à partir du 1er janvier 2018, concrètement, il y a des associations sportives, il y a des élus locaux qui disent, mais comment on va faire? Comment je vais faire? Je perds tel ou tel emploi. Comment on fait? Il y aura un choc qui va être très rude? Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe dans l'urgence? Il se passe probablement ce qu'on aurait dû mettre en place depuis extrêmement longtemps, c'est-à-dire qu'on a redonné la main aux préfectures, et donc tous les mois, enfin en tout cas dans la mienne, dans les Yvelines, tous les mois, il y a une réunion à la préfecture où on évalue la situation. Il y a les 4 critères qui ont été définis par le gouvernement pour ne pas remettre en cause les emplois aidés, si on intervient dans le domaine du social ou dans le domaine du handicap par exemple, ou si on est sur un secteur rural, ou si on est sur les dom-toms. Et tous les acteurs de l'insertion socio-économique se retrouvent pour dire est-ce qu'on fait une exception, est-ce qu'on n'en fait pas? Donc peut-être que finalement, c'est des emplois aidés dont on n'a pas besoin. Non, des faux emplois aidés. je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, mais je on constate. peut dire les choses, il n'y a pas de problème. Non, je constate juste qu'on a toujours budgété entre 200 et 250 000 emplois aidés, qu'on estimait que c'était le niveau d'emplois aidés dont on avait besoin pour ceux qui sont le plus loin de l'emploi, parce que personne n'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'emplois aidés, bien au contraire, mais qu'on voulait cranter ce nombre d'emplois aidés à 200, entre 200 et 250 000, et pas aller au-delà, parce que sinon, une mairie qui utilise des emplois aidés pour des emplois de cantinière, ça fait partie du service public, c'est quelque chose qu'elle doit délivrer. Elle n'a pas forcément besoin d'un emploi aidé. Votre avis à vous, Leïla Couyel, sur ces emplois aidés? Sur ces emplois aidés, effectivement, des associations vont véritablement se retrouver sans rien, comme le disait Renaud, sans absolument rien à partir de 2018. Et ça, c'est quand on prend le pouls sur le terrain, on se rend compte des difficultés que ça va induire. Et concrètement, quelle solution s'offre à elles, puisque les emplois aidés vont être supprimés, qu'est-ce qui s'offre à elles pour qu'elles puissent continuer à poursuivre leurs activités? Ça, c'est une vraie question. Les emplois aidés ne vont pas être supprimés. Enfin, je ne voudrais pas que les gens qui nous écoutent aient l'impression qu'on a supprimé les emplois aidés. Il y a une baisse. Une baisse. Voilà. On les a crantés au niveau où ils ont toujours été budgétés depuis des années. Entre 200 et 250 000 emplois aidés. Donc ça, c'est important. En gros, c'est une énorme période d'évaluation de chaque emploi aidé. Est-ce qu'il est utile ou pas? Mais juste un mot, il y a 15 milliards sur la table pour la formation professionnelle. Voilà. Donc, moi, je pense que on change, vous avez dit changer de logiciel, c'est au lieu d'être dans un État qui va réformer, nous on cherche à faire la transformation. On veut faire différemment parce qu'on fait le constat que ça n'a pas fonctionné. Depuis 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? On dit l'emploi, c'est pas quelque chose qui marche tout seul. Il faut des transports, il faut du logement. Si on continue à éloigner les gens des cœurs économiques. Alors, on a aussi... Monsieur Troussel l'a très bien dit. Vous avez constaté sur le terrain ce qui pouvait marcher ou pas, et donc sur ces emplois aidés, vous dites, effectivement, on est peut-être dans une période où on essaie des choses, mais en attendant, on fait comment? Exactement, c'est ça. Les associations se posent cette question-là. Comment on va pouvoir poursuivre nos activités, sachant qu'on aura moins d'emplois aidés? Comment on va pouvoir permettre les mêmes offres à notre population, sachant qu'on a moins d'aide? Vous parliez de réforme aussi tout à l'heure. Vous reprenez l'idée de ces emplois francs. Où est la réforme, là encore, puisqu'il s'agit en fait tout simplement d'une idée qui a été renouvelée, une idée qui avait déjà été appliquée par François Hollande entre 2013 et 2015 et qui, aujourd'hui, Macron essaie de renouveler. Pourtant, on connaît le succès, plutôt l'échec cuisant de cette idée. Donc, pourquoi renouveler des idées qui n'ont pas marché par le passé? Emploi franc, juste pour préciser, prime à une entreprise qui embauche un habitant d'un quartier c'est considéré 15 000 euros pour une entreprise. C'est considéré qu'on donne l'aide plutôt à la personne. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'en fait, on sait pourquoi ça n'a pas marché. Encore une fois, l'idée, le principe de l'emploi franc est absolument excellent et c'est pour ça qu'on l'a défendu pour qu'il y ait cette expérimentation dans le budget 2018. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Moi, je suis un ancien DRH, donc j'ai passé 20 ans comme DRH d'entreprise. Je peux vous dire, c'était voué à l'échec. Est-ce que pour 5 000 euros, qui était le montant des emplois aidés, donc qui est une somme relativement modique, vous aviez un certain nombre de critères pour pouvoir en bénéficier qui étaient d'une complexité absolue. L'entrepreneur, ce qu'il veut, c'est de la visibilité, de la simplicité. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'on garde le principe de l'emploi franc, c'est-à-dire qu'on va donner une aide si une entreprise embauche un jeune issu d'un quartier politique de la ville.
Donc on donne beaucoup plus, parce qu'il s'agit de 15 000 euros, en fait, pour vous rendre compte, c'est 3 ans de cotisation sociale. Donc c'est pas de charge pour l'employeur pour un salaire au niveau du SMIC. Donc, 15 000 euros pour un CDI, 5 000 pour un CDD. C'est un CDD. L'idée, c'est de faire du CDI, on est sur de l'emploi pérenne. Donc on va simplifier. On fait une expérimentation parce que moi, je fais partie de ceux qui sont persuadés qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin parce que l'aide fiscale, c'est une bonne chose. Par contre, il faut aider les employeurs. Dans l'insertion économique, vous allez dire on n'a rien inventé. Dans la loi sur l'égalité et la citoyenneté, qui est une des dernières lois qui a été votée sous le quinquennat de François Hollande, malheureusement, les décrets n'ont pas été appliqués. Pour la première fois, on voit dans une loi apparaître le terme d'inclusion économique. Donc pour la première fois, on dit... Oui, peut-être que finalement, plutôt que de parler d'aide sociale, on va plutôt dire, si on donne un emploi, si on donne l'accès à l'emploi, on va peut-être être dans le succès. Donc moi, je dis que dans les emplois aidés, et on le verra dans l'expérimentation, il faut aussi poursuivre ce qui était prévu dans la loi sur l'égalité et la citoyenneté, c'est-à-dire peut-être donner à des associations un label qui va leur permettre d'identifier les jeunes qui ont les bonnes qualifications, parce que ce sont les associations, souvent dans les quartiers, qui connaissent extrêmement bien les jeunes ou les moins jeunes, parce que on n'est pas que sur des mesures qui concernent les jeunes, et de pouvoir mettre à disposition ces compétences et ces profils des employeurs qui vont bénéficier de l'aide. Merci. Et là, on fait gagner du temps à tout le monde. C'est 20 000 emplois francs expérimentés dans dès l'année prochaine. Oui. Convaincu ou pas par l'explication? On verra pas. Enfin, c'est surtout le temps qui nous permettra de juger si c'est efficace ou pas. La question que je me pose aussi, c'est pas. Enfin, on parle beaucoup de l'emploi et c'est important, mais il y a aussi la question de la formation avant. Il y a aussi la question des discriminations. Enfin, c'est vraiment un volet qui comprend. C'est un dossier qui comprend plusieurs volets. Donc là, en attendant, on est vraiment dans l'attente. Ça fait plus de 6 mois maintenant. On en parlait tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de promesses, un espoir qui a été suscité par Emmanuel Macron, candidat dans les quartiers populaires. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans l'expectative. On se demande ce qui va se passer. Et c'est bien de mettre l'accent sur l'emploi, mais il y a aussi le volet de la formation, des inégalités scolaires, des discriminations, et puis tout ce qui s'ensuit. Donc sur ça, voilà. Bien sûr. Donc les attentes. Alors, en même temps, ça ne fait que 6 mois. J'entends, ça fait 6 mois et on attend. Je lisais des articles où ils disaient, bon, bah, alors depuis 6 mois, ils ont tout fait, donc qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 4 ans et demi? Donc je pense, enfin, regardons les choses très concrètement. Vous avez tout fait pour l'entreprise. Oui, et je pense que le président... il y a un autre versant, bien sûr, qui est plus sur la citoyenneté, le vivre ensemble, toute cette France et ces quartiers qui sont oubliés. Bien sûr, et je pense que le président insistera là-dessus pendant ces 2 jours de déplacement, parce que ces 6 premiers mois, ils ont été dédiés à libérer les énergies, donner de l'agilité à l'économie, donner de la visibilité aux entrepreneurs. Regardez les ordonnances sur le monde du travail, c'est plus de dialogue social, c'est redonner de l'agilité, de la visibilité pour les TPE et les PME. Ça fait extrêmement longtemps qu'elles n'en avaient pas eu. 50% des salariés français travaillent dans des PME et des TPE. C'est vrai, 90% des emplois. Certains diraient 6 mois à donner, je provoque évidemment, des privilèges à ces entreprises. Est-ce qu'il va y avoir un pendant à ces privilèges? Bref, est-ce que vous ne souhaitez pas, en tout cas vous députés, puisque vous avez la parole libre et pareil chez En Marche, vous ne souhaitez pas pousser le président et le gouvernement à avoir une sorte de pacte en disant, écoutez les entreprises, on vous a beaucoup donné, maintenant il va falloir y aller. Et y aller pas uniquement à la sortie des grandes écoles, à l'ESSEC, HEC ou autres, mais dans ces quartiers, dans ces halls d'immeubles où il ne se passe jamais rien. Moi, je ne voudrais pas qu'on laisse penser que l'emploi, en fait, c'est le résultat des aides publiques. Le rôle de notre politique, c'est de structurer, donner le cadre qui va bien. Et comme vous l'avez dit, on a donné beaucoup de signes positifs à l'entreprise. Et je pense, encore une fois, que le président va insister dans son discours en disant, voilà, maintenant, j'attends le retour des entreprises. J'ai donné de la visibilité. Maintenant, j'attends que vous vous attaquiez à des sujets comme l'égalité des chances. Mais là aussi, on n'arrivera pas à l'égalité des chances avec les emplois aidés. La preuve, on a essayé et ça ne fonctionne pas. On y arrivera parce qu'on aura un travail avec les associations de terrain, et d'ailleurs pas que les associations, l'ensemble des acteurs sur un territoire qui pourront identifier les personnes qui ont les compétences, les parcours qui ont été mis en place, la formation qui va bien pour faire le lien avec l'entreprise. Ça ne se décrète pas, le lien avec l'entreprise. Moi, j'ai travaillé longtemps dans ce domaine-là. Qui comporte quand même beaucoup de limites, parce que dire c'est très bien, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, créez votre propre boîte, parce que c'est un peu ça que vous dites. Sortir en tout cas des emplois publics, c'est en gros, enfin voilà, soit on postule pour des entreprises privées, mais on peut, voilà, il y a aussi l'obstacle de la discrimination, soit on crée sa propre entreprise pour aller au-delà de ces obstacles-là. Et ça comporte des limites sur le terrain, c'est-à-dire qu'on voit bien avec le statut d'auto-entrepreneur, ça ne fonctionne pas toujours, et surtout dans les quartiers populaires, où quand vous allez demander une aide à la banque, vous avez la porte qui est fermée. À cause de l'adresse, du nom, à cause de l'adresse, du nom, de la couleur de peau, etc. Et ça existe, c'est une réalité, c'est un rapport totalement indépendants qui l'ont prouvé encore ces dernières années. Le défenseur des droits également qui l'a rapporté cette année. Donc voilà, toutes ces difficultés-là, il faut pas juste se contenter de dire
allez-y, créez votre entreprise, n'attendez rien de l'État, parce que c'est un discours qui ne fonctionne pas dans les quartiers populaires, qui sont des territoires qui ont des particularités aussi. Et Uber, on a beaucoup parlé d'Uber par exemple, pour donner un exemple très concret. Donc Uber s'est installé à Aubervilliers, donc c'est très bien, mais est-ce que ça veut dire que les jeunes des quartiers populaires, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, sont condamnés à être chauffeurs Uber ? Aujourd'hui, on a rencontré des jeunes qui sont Bac+5, qui sont formés et qui sont condamnés à être chauffeurs Uber. Alors, j'ai rien contre les chauffeurs, ils sont très bien. Surtout que beaucoup en sont revenus depuis 6 mois. C'est exactement ce que vous dites. Alors déjà, moi, j'ai pas parlé créer votre entreprise. Très bien si vous voulez devenir entrepreneur, mais comme n'importe quelle autre personne. C'est plus de 2 fois d'entretien en moins quand on vient d'un quartier en difficulté. C'est donc 50% de chômage en plus dans ces quartiers-là. En même temps, vous avez France Stratégie qui fait une étude très sérieuse qui dit le coût du non-accès à l'emploi aujourd'hui, ça coûte 190 milliards. Donc on est capable de chiffrer la perte. Donc avec 190 milliards, on peut en faire des choses. Moi, ce que je dis, c'est que on sait ce qui a fonctionné dans les entreprises. Encore une fois, moi, je suis un ancien DRH. J'ai travaillé avec des gens comme Mosaïque, comme Passeport Avenir, etc. Qu'est-ce qui fonctionne ? Le tutorat. Quand on met les gens en lien ensemble. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller plus loin que les emplois francs en mettant en place les décrets de la fameuse loi citoyenneté qui n'ont pas été mis en place encore. On va retourner donc à Clichy-sous-Bois. On vous le dit, Emmanuel Macron est attendu sur place dans quelques minutes maintenant, attendu par des élus locaux. On a vu Stéphane Troussel il y a un instant. Il y a aussi la présidente de la région Île-de-France qui est là. Bonjour, Valérie Pécresse, présidente Les Républicains. Merci d'être en direct sur LCI. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez de ce déplacement du président de la République ? J'attends de lui une prise de conscience. Pour moi, la politique de la ville a échoué. Elle a échoué parce qu'on a refusé de casser les ghettos. Casser les ghettos, ça veut dire que la rénovation urbaine, ça n'est pas juste réparer des bâtiments et faire des bâtiments neufs. La rénovation urbaine, c'est reconstruire la ville avec l'arrivée des classes moyennes dans des quartiers qui jusqu'à présent concentrent des détresses sociales. C'est pour ça qu'à la région, nous refusons de financer des projets dans lesquels il y a plus de logements sociaux que 30%. 30% dans un quartier, ça nous paraît être un seuil au-dessus duquel il y a ghettoisation, au-dessus duquel il y a trop de détresse sociale, les professeurs ne veulent plus venir enseigner dans les écoles, il n'y a plus d'égalité des chances. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut faire la mixité sociale dans les deux sens, obliger tous ceux qui ne construisent pas assez de logements sociaux à en construire, mais aussi empêcher ceux qui ont pris l'habitude de concentrer les logements sociaux au même endroit de faire des ghettos. Apparemment, les élus locaux ont beaucoup de choses à dire à Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut s'attendre à un déplacement peut-être pas tendu, mais assez fourni ? Je crois que c'est bien de venir ici à Clichy-sous-Bois parce qu'il y a un concentré de problèmes, des copropriétés très dégradées, des grands ensembles où il y a eu vraiment un sentiment de ghettoisation. Mais on fait énormément. En ce moment, on investit énormément et c'est important de voir que tout se tient. Les transports, on va faire arriver un tramway qui va permettre de désenclaver Clichy-sous-Bois. C'est très important pour que les habitants puissent aller travailler, aller chercher un travail. Il y a l'école, il y a tout ce que nous faisons en termes de réussite scolaire pour faire en sorte que les enfants, les jeunes aient les mêmes chances avec un dispositif de cordée de la réussite où on fait venir des étudiants dans les lycées ici à Clichy-sous-Bois. Parce qu'en réalité, en Île-de-France, vous avez tout à côté de quartiers ghettos, vous avez des villes tout à fait prospères, tout à fait bourgeoises. Donc il faut réussir à faire une cordée, une chaîne entre les deux. Valérie Pécresse, une question sur ces 20-25 dernières années, parce que ce dossier de la politique de la ville, on a l'impression qu'il est en échec de gouvernement en gouvernement. Est-ce que, mis à part la rénovation urbaine de Jean-Louis Borloo, est-ce qu'il y a une période, un moment, où vous aviez eu l'impression qu'il y avait des bonnes choses, des bonnes idées et des résultats ? Il y a des tas de choses qui se font bien. Tous les réseaux d'aide éducative sont un travail extraordinaire qui se fait. Il y a aussi beaucoup de travail sur l'insertion professionnelle des jeunes qui se fait en lien avec les missions locales. Mais là encore, je vous le dis, le vrai sujet, c'est qu'il faut casser les ghettos et qu'on a fait fausse route dans la rénovation urbaine parce qu'on a laissé les populations au même endroit. Aujourd'hui, il faut absolument reconstruire des villes, des quartiers avec des rues, avec des toits, avec des balcons, avec des espaces verts, des quartiers entiers qui seront des quartiers de mixité sociale où les classes moyennes
et les milieux populaires, les familles populaires pourront à nouveau se remélanger. Il faut arrêter l'apartheid urbain et ça nécessite une politique volontariste et ça nécessite aussi de briser les tabous, notamment de briser le tabou du tout logement social parce que non, on n'a pas besoin que de logements sociaux. On a besoin aujourd'hui que les classes moyennes et les enfants des familles populaires puissent aller à l'école dans les mêmes écoles, puissent vivre dans les mêmes quartiers, puissent se rencontrer à nouveau. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir répondu aux questions donc en direct sur LCI. Réponse peut-être de Didier Béchère. Vous avez entendu donc Stéphane Troussel qui appelle le gouvernement à redresser la barre. Valérie Pécresse qui à l'instant appelle à une prise de conscience. Mais il y a eu pas mal d'élus locaux qui se sont exprimés ces derniers jours sur cette politique de la ville. Par exemple, la maire Les Républicains de Chanteloup-Lévin qui dit que nos villes ont été ignorées. Je savais que ce serait une bagarre, mais pas à ce point-là. François Pupponi du côté du Parti Socialiste, on a eu le sentiment que l'État avait baissé la garde. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? On a l'impression que, quel que soit le bord politique, tous ont le même constat et tirent la sonnette d'alarme. C'est le budget en ce moment, donc ça doit être l'effet du budget. Non, sérieusement, je pense qu'il faut aussi que nous, élus, on apprenne à travailler ensemble. Il y a une vraie difficulté sur le terrain. Autant les associations, alors je vais faire une généralité parce que ça ne va pas être vrai sur tous les terrains et dans tous les territoires. Mais autant les associations vont arriver à se coordonner, à travailler ensemble, il y a beaucoup d'élus qui, des fois, vont avoir du mal à mettre en commun les sujets. Moi, je suis frappé, je vais avoir la première réunion de l'ensemble des acteurs socio-économiques de ma circonscription. Pôle emploi, l'éducation nationale, le MEDEF, la chambre de commerce, les chambres de métiers, l'université de Versailles-Saint-Quentin, c'est la première fois que ces personnes qui, bien entendu, se connaissent, vont se retrouver à travailler ensemble. C'est du jamais vu. Jamais en tout cas, tous ces acteurs sur mon territoire, n'avaient été conviés à travailler main dans la main. Voilà des acteurs socio-économiques qui n'ont jamais été amenés à réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Je vous prends un autre exemple rapidement. On veut mettre en place des mesures sur l'éducation. Moi, pour la première fois, j'ai été à la pré-rentrée des professeurs, non pas me faire prendre en photo avec les enfants, j'ai participé à la pré-rentrée de professeurs d'un lycée pour parler des mesures que M. Blanquer allait prendre. Qu'est-ce qu'ils en pensent? On va se voir sur un rythme trimestriel pour évaluer cette politique. C'est ça aussi la transformation, c'est à un moment donné d'être dans une concertation qui n'existe pas aujourd'hui. Beaucoup d'échanges. Mais juste un mot, Stéphane Troussel parlait, apparemment c'est un dossier effectivement important, ces lignes de transport qui vont être retardées, et vous sembliez dire effectivement, je le comprends, vous soutenez ces demandes d'élus en Seine-Saint-Denis moi, je suis traversé par la ligne 18, donc je vais défendre la ligne 18, ni la 16, ni la 17. Oui, donc, mais bien sûr, les Yvelines ont un peu moins besoin que la Seine-Saint-Denis. C'est faux. En termes de taux de chômage. Le taux de chômage dans les Yvelines est moindre qu'en Seine-Saint-Denis. Mais pas du tout. Ah bah si. Mais non, regardez, on est sur un OIN... Le taux de chômage dans les Yvelines est moindre. Bien sûr, ok. Il y a entre 1 et 1 emploi,4 par habitant, tant mieux, c'est très bien. On veut créer la Silicon Valley française à Saclay, le plateau de Saclay. On est en train de créer un mastodonte académique, c'est formidable. Où sont les entreprises? En bas du plateau à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il n'y a aucun lien entre les deux. Est-ce que vous pensez qu'on va former des gens et pour trouver des emplois, ils iront à pied à travers les champs? Non. C'est pareil, je ne veux pas laisser dire à M. Troussel que la ligne 18 ou la 16 ou la 17, c'est Emmanuel Macron qui va faire ça. Ça fait 10 ans que ce travail est ouvert. Ça fait 10 ans qu'il y a de la concertation. Ah mais oui, mais si lui, il a un métro, moi je veux aussi un métro. Et donc ça n'est pas sérieux. À un moment donné, il faut mettre les choses sur la table. De quoi on a besoin réellement? Oui, on a besoin des transports pour désenclaver. Ça, c'est certain. Est-ce qu'on a tous besoin d'une infrastructure gigantesque? Je ne connais pas le cas de M. Troussel, mais je pense qu'il faut mettre un peu de réalisme dans ce qu'on fait. Alors, Guillaume Villemot, cofondateur de l'association Bleu Blanc Z, était avec nous tout à l'heure sur ce plateau sur LCI, parlait de travail des associations sur le terrain, et il disait, il faut vous rendre compte, on en a marre, on est à un point où c'est quasiment du jamais vu. Écoutez-le, vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'état moral des élus et des associations qui sont sur le terrain aujourd'hui, qui vous disent on n'en peut plus, on est exsangue, on n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Et si ces gens-là baissent les bras, alors là, effectivement, je ne sais pas très bien qui va s'occuper de quoi. On parlait tout à l'heure de Jean-Philippe Assensi qui préside une action qui s'appelle l'Agence pour l'éducation par le sport. Aujourd'hui, avec la suppression, par exemple, des emplois aidés, c'est entre 20 et 25 000 emplois dans l'univers du sport qui vont être directement supprimés. Donc, ça veut dire que concrètement, il n'y a plus personne pour s'occuper des gamins le soir. Didier Béchère, attention de ne pas démotiver finalement ceux qui sont sur le terrain, et là, ça en prendrait visiblement le chemin. Il faut un travail extraordinaire. Je pense que personne ne remettra ça en cause. À un moment donné, il faut arriver que ce travail de terrain soit connecté avec la politique publique. Et on doit soutenir, bien sûr, on doit soutenir l'ensemble de ces associations. Par contre, on ne peut pas continuer
encore une fois, des choses, des emplois aidés qui n'aboutissent pas sur de la réinsertion des personnes. Leïla Kouyel, sur ce constat, effectivement, voilà, la majorité, c'est un peu ça. On constate ce qui ne marchait pas et on tente autre chose. Oui, à voir si ça marche vraiment. Mais c'est vrai que sur le terrain, il y a cette idée que le pouvoir laisse à l'abandon les quartiers populaires. Et c'est vraiment... c'est une idée qui est importante depuis pas mal d'années quand même. D'où peut-être... 20 ans, 30 ans, hein. Depuis 20 ans, oui, voire plus que ça en fait. Bon, il y a eu effectivement les révoltes urbaines en 2005 qui ont été l'une des illustrations de ce ras-le-bol, mais c'est encore un discours qu'on entend, nous, quand journalistes, on va sur le terrain et qu'on tend le micro, le crayon aux habitants, aux associations et même aux élus de tous bords, parce que pour une fois, ils sont tous d'accord sur ce constat-là, et c'est marrant de voir Troussel et Valérie Pécresse qui se sont exprimés là-dessus, puisqu'ils tiennent finalement le même constat. Oui, et donc, il y a cette idée-là vraiment très importante qu'il faut prendre en compte au sérieux, qu'il y a un ras-le-bol, une colère qui est vraiment présente au sein de toutes les classes de la population. Il faut prendre en compte ces populations. Si on les laisse à l'abandon, Bien sûr. Mais ça veut dire abandon, ça veut dire aussi, alors vous l'avez dit, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça veut dire que Emmanuel Macron, là, était en train d'abandonner aussi les banlieues. Vous avez parlé d'attentes assez importantes. Exactement. En fait, les dernières décisions qui viennent d'être prises sont vraiment vécues comme à la fois brutales et violentes par ces populations, et elles les vivent comme une double peine, une sorte de double peine, puisqu'on a des problématiques qu'on a déjà évoquées, qui sont propres aux quartiers populaires. On a déjà ces problématiques-là qui existent depuis de nombreuses années, que les plans de banlieues successifs n'ont pas réussi à gommer. Et en plus de ça, on a les dernières décisions d'Emmanuel Macron qui ont été prises ces 10 derniers mois, qui vont pas du tout dans le sens d'Emmanuel Macron candidat. C'est-à-dire que les signaux qu'il a envoyés quand il était candidat pendant la campagne présidentielle ne correspondent pas du tout aux décisions qu'il a prises dernièrement. Cortège de voitures que vous venez de voir en direct donc sur LCI, qui signifie toujours la présence du président de la République, arrivé donc à l'instant d'Emmanuel Macron à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis à la rencontre des élus locaux. On en a vu quelques-uns donc sur l'antenne il y a un instant, mais aussi d'associations. Il lance cet après-midi sa politique de la ville avec, donc il y a eu d'abord un déjeuner tout à l'heure à l'Élysée, et donc ce déplacement en compagnie de Julien Denormandie et Jacques Mézard, donc ministre de la Cohésion des Territoires. Et puis il y aura un déplacement ce soir en région lilloise avec un dîner sur la thématique de la discrimination. Réponse peut-être de Didier Béchère de ce qui vient d'être dit, toutes ces attentes et pour l'instant cette déception assez forte. Encore une fois, je pense que ces attentes elles sont légitimes. Moi, je voudrais prendre deux exemples. L'éducation. Moi, je me souviens très bien quand on a dit si on veut travailler l'égalité, il faut qu'on dédouble les classes de CP dans les quartiers politiques de la ville. Franchement, il n'y avait personne qui pensait qu'on serait capable de le faire. Et tout le monde nous disait mais ça ne sera pas possible, alors un coup il n'y aura pas la place, on n'aura pas les enseignants, etc. Résultat, engagement tenu, septembre, dédoublement dans les quartiers politiques de la ville de l'ensemble des CP. C'est une mesure concrète. Le logement. Il y a 800 offices HLM aujourd'hui en France. Est-ce qu'il faut continuer à alimenter ce système qui finalement ne répond pas à la demande du nombre de gens qui souhaitent avoir et qui ont droit à un logement social, parce que le problème il est là aussi, c'est qu'ils ont le droit au logement social, mais il n'y a pas de place. Est-ce qu'il faut continuer à faire de la rente avec ces offices HLM ou est-ce qu'il faut passer à autre chose? Ce que Julien Denormandie... Une seconde sur le dossier du logement. Vous êtes conscient que depuis le mois de juillet, la gestion politique et en termes de communication par le gouvernement de ce dossier du logement a été catastrophique. Parce que sur le fond, effectivement, vous faites un travail qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire évaluer le mouvement HLM, qui ne remplit pas forcément bien son travail, et en même temps, vous avez démarré, et par une mesure budgétaire au mois de juillet, de suppression, de diminution des APL. Et regardez, Renaud, pardon de vous couper, puisqu'Emmanuel Macron part d'abord à la rencontre de la population. Pour la première fois, ça me fait plaisir. Bonjour. Vous voyez, ma mère m'a dit que... Vous allez bien? Oui. Bonjour jeune homme. Ça va? Ça va? Bonjour messieurs dames. On va à droite. Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Donc, effectivement, rencontre, je le disais il y a un instant, des élus locaux et des associations, mais d'abord rencontre directe avec la population, toujours. Le déplacement en banlieue, Emmanuel Macron, systématiquement va sortir même des fois du protocole et aller en rencontre avec la population. Parce que... Peut-être on écoute cet échange. On va par là. Je suis très content. Alors, un accueil pour le moment bienveillant, effectivement. Les habitants de Clichy-sous-Bois sont ravis de recevoir le président de la République. À quelle heure de l'école?
C'est à quelle heure de l'école? À 16h. Ça va alors. Bonjour madame. Et pourquoi c'est important d'aller à la rencontre de la population dans un premier temps? C'est la réalité, c'est le terrain, et on a un président qui est un homme de terrain et qui a besoin de se confronter en permanence avec la réalité de ce que les uns et les autres vivent. Que ce soit les étudiants. Oui. Oui. Je pense qu'il est un peu au-delà des images, honnêtement. Sérieusement? Oui. Je pense qu'il n'a pas toujours été dans des discussions faciles en allant sur le terrain, sachant que souvent c'est pas prévu, hein, donc il sort souvent du protocole officiel. Mais parce qu'il a besoin de convaincre aussi. Et puis là, les images, elles sont en direct, hein, donc je veux dire, les gens qui sont autour de lui, c'est pas des gens qui ont été sélectionnés. Après, on imagine bien sûr que la visite est très bien préparée et en amont par les services de sécurité bien sûr et par les élus locaux. Et donc voilà, c'est une visite qui est travaillée. Mais ces images-là, je peux vous dire que voir le président de la République en banlieue, à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, ça fait des semaines et des semaines que même en coulisses, certains députés de la République En Marche l'attendaient. Parce que notamment ceux qui viennent de la gauche, hein, vous savez, le mouvement En Marche, ce mouvement est de droite et de gauche, il y a des gens qui viennent plutôt de droite, d'autres de gauche, d'autres... Il y en a qui sont bien conscients et qui disaient, ça fait quand même des semaines et des semaines qu'on a un discours extrêmement pro-entreprise, extrêmement pro-business. Et sur le terrain, entre les mesures qui ont été prises, la grogne des maires, on verra la semaine prochaine le congrès des maires de France, Emmanuel Macron risque peut-être d'être chahuté par les maires de France à qui on réduit beaucoup de dotations, dotation, suppression de la taxe d'habitation, enfin en tout cas ça remue. C'est pas ça qu'on dit, on dit on veut bien contractualiser avec vous pour savoir comment vous allez faire les plans d'économie. C'est nouveau. C'est nouveau. Mais alors est-ce que justement dans ce contexte, est-ce que ces images font du bien ? Moi, je suis toujours content quand je vois le président sur le terrain. J'ai des très très bons souvenirs d'Emmanuel Macron au Mureau pendant la campagne. Donc oui, je suis ravi de le voir sur le terrain. Surtout sur ce sujet, je pense, qui tient à cœur à beaucoup d'entre nous. Et c'est oui. Sur le terrain, et j'imagine en tant que parlementaire, certains disaient, c'est vrai qu'il a une activité, bien sûr, diplomatique internationale très très forte. Et il s'est peu déplacé sur le terrain au contact des Français, et certains parlementaires l'attendaient, ça. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à expliquer correctement cette politique qui est à la fois sociale et réaliste. Donc c'est pas toujours simple de remettre en question des choses qui sont en place depuis des années. Et c'est à ça qu'on s'attelle pour faire autre chose, proposer un autre modèle, un modèle transformé aux Françaises et aux Français. Les attentes, visiblement, sont importantes de ce côté-là, de côté du Bondi Blog. Merci beaucoup d'être venu sur LCI pour parler de ce thème donc de Emmanuel Macron qui lance sa politique de la ville cet après-midi. Image du déplacement que l'on continue de vivre en direct sur LCI. On se retrouve pour le journal dans quelques instants.